Maya, 22 ans, était la fille unique du président de la République. Belle, intelligente, mais discrète, elle avait grandi dans le luxe, mais refusait d'être aveuglée par les privilèges. Après avoir terminé ses études en sociologie, elle décida de mener une expérience sociale, se déguiser en vendeuse de rue pour observer comment les gens traitaient ceux qu'ils jugeaient inférieurs. Son père, d'abord réticent, accepta à contre-cœur, convaincu par la maturité de sa fille. Le matin du départ, Maya mit une perruque, des vêtements simples, et un panier rempli de beignets qu'elle comptait vendre dans le centre-ville. Le premier jour de Maya dans la peau d'une vendeuse de rue fut un véritable choc. À peine arrivée dans le centre-ville animé, elle installa son petit étal de beignets sous un soleil brûlant. Elle avait imaginé que les gens seraient polis, peut-être indifférents, mais elle n'était pas prête pour ce qu'elle allait vivre. Les passants la regardaient de haut, certains avec mépris, d'autres avec pitié. Quelques-uns passaient sans même un regard, comme si elle était invisible. Elle souriait pourtant, proposant ses beignets avec douceur, mais les réponses étaient souvent cinglantes. Un homme en costume, pressé, s'arrêta pour acheter un beignet. Sans la regarder, il jeta une pièce à ses pieds et lança « Garde la monnaie, tu en as plus besoin que moi. » Maya sentit une boule se former dans sa gorge. Elle ramassa la pièce, retenant ses larmes. Une femme élégante passa peu après, accompagnée de ses amis. En riant, elle murmura assez fort pour que Maya entende « Ces filles sont nées pour ramper, elles n'iront jamais loin. » Chaque mot était comme une aiguille dans le cœur de Maya. Elle n'avait jamais ressenti une telle humiliation. Pourtant, elle garda son calme, notant mentalement chaque geste, chaque parole. Les clients se succédaient, et les comportements variaient peu. Certains négociaient le prix d'un beignet comme si elle mendiait, d'autres lui parlaient comme à une enfant incapable de comprendre. Une adolescente, accompagnée de ses amis, prit un beignet, le goûta, puis le jeta par terre en disant « C'est immangeable, tu devrais apprendre à cuisiner. » Ses amis éclatèrent de rire, et Maya sentit son visage s'empourprer. Elle ramassa les morceaux en silence, le cœur lourd. Elle n'était plus Maya, la fille du président, mais une simple vendeuse, jugée et méprisée pour son apparence. Ce qui la frappait le plus, c'était l'indifférence générale. Les gens passaient, pressés, absorbés par leur vie, sans voir l'humain derrière l'étal. Elle réalisa à quel point il était facile de devenir invisible dans une société qui valorise l'apparence et le statut. À la fin de la journée, elle n'avait vendu que quelques beignets. Son panier était encore à moitié plein, et son esprit était rempli de questions. Pourquoi les gens traitaient-ils ainsi ceux qu'ils jugeaient inférieurs? Était-ce par ignorance, par habitude, ou par méchanceté? En rentrant chez elle ce soir-là, Maya s'assit sur son lit et relut ses notes. Chaque insulte, chaque regard méprisant y était consigné. Elle se sentait à la fois blessée et déterminée. Cette expérience n'était pas seulement un défi personnel, c'était une plongée dans la réalité brute de ceux qui vivaient dans l'ombre. Elle se promit de continuer, de ne pas abandonner, même si chaque jour risquait de lui briser le cœur un peu plus. Maya comprit que cette mission allait au-delà de sa simple curiosité, elle voulait comprendre, mais aussi changer les choses. Elle s'endormit avec une résolution ferme, elle irait jusqu'au bout, pour elle, pour les autres, pour la vérité. À la fin de sa première journée, Maya, épuisée, s'assit près d'un vieux lampadaire dans une rue poussiéreuse. Ses pieds lui faisaient mal, et son cœur était lourd après les humiliations subies. Elle posa son panier de beignets invendus à côté d'elle, essayant de reprendre ses esprits. C'est alors qu'elle remarqua un petit groupe d'enfants qui l'observaient de loin. Ils étaient maigres, vêtus de vêtements usés, mais leurs yeux brillaient de curiosité. L'un d'eux, un garçon d'environ 11 ans, s'approcha timidement. « Madame, vous avez quelque chose à manger ?» demanda-t-il. Maya souriait, sans hésiter, ouvrit son panier. « Prenez ce que vous voulez » répondit-elle doucement. Les enfants se précipitèrent, riant et se partageant les beignets avec enthousiasme. Maya les observa, touchée par leur joie simple. Elle s'attendait à ce qu'ils s'enfuient après avoir pris la nourriture, mais ils restèrent, s'asseyant autour d'elle comme autour d'un feu de camp invisible. Le garçon qui avait parlé le premier s'appelait Moussa. Avec une voix hésitante, il lui raconta son histoire. Il avait fui une famille violente, vivant dans la rue depuis 2 ans. Il vendait des sachets de cacahuètes pour survivre, mais rêvait d'aller à l'école. Les autres enfants partagèrent aussi leur récit, une fillette, Aïcha, ramassait des bouteilles plastiques pour les revendre, un autre, Samba, mendiait près des feux rouges. Maya écoutait, le cœur serré. Ces enfants, si jeunes, portaient des fardeaux d'adultes.
Pourtant, ils riaient, se taquinaient, partageaient chaque miette comme une famille. Elle leur posa des questions, curieuse de comprendre leur quotidien. Moussa expliqua qu'il dormait souvent sous un pont, loin des regards, pour éviter les voleurs ou la police. La rue, c'est dur, mais on est ensemble, dit-il avec un sourire. Maya sentit une vague de tristesse l'envahir. Ses enfants étaient invisibles pour la société, ignorés par ceux qui passaient à côté d'eux chaque jour. Pourtant, ils avaient des rêves, des espoirs, une humanité débordante. Elle passa des heures à parler avec eux. Moussa lui montra un vieux carnet où il griffonnait des dessins de maisons et d'écoles. Un jour, j'aurai une maison avec un lit bien chaud, dit-il. Maya promit de revenir les voir, touchée par leur résilience. En les quittant, elle leur donna le reste de ses beignets et quelques pièces. C'est pas grand-chose, mais je reviens demain, assura-t-elle. Les enfants la regardèrent partir, les yeux pleins de gratitude. Cette rencontre changea quelque chose en Maya. Elle réalisa que la rue n'était pas seulement un lieu de passage, mais un monde où des vies entières se jouaient. Ses enfants, rejetés par tous, avaient une force qu'elle n'avait jamais vue dans les salons dorés du palais présidentiel. Elle rentra chez elle, bouleversée, et écrivit dans son carnet, « Ils sont invisibles, mais ils brillent ». Elle savait que son expérience ne serait pas complète sans donner une voix à ses oubliés. Cette nuit-là, elle décida qu'elle ne se contenterait pas d'observer, elle agirait pour eux, pour Moussa, pour tous ceux que le monde ignorait. Au fil des jours, Maya s'intégra peu à peu parmi les vendeuses ambulantes du centre-ville. Ce n'était pas facile. Au début, certaines la regardaient avec méfiance, se demandant pourquoi cette nouvelle venue, avec son accent soigné et ses manières douces, vendait des beignets dans la rue. Mais Maya, déterminée à comprendre leur monde, fit preuve de patience et d'humilité. Elle écoutait, observait, et apprenait à respecter leurs codes. Peu à peu, elle gagna leur confiance en partageant leurs repas frugaux ou en plaisantant sous le soleil brûlant. Chaque vendeuse avait une histoire unique, mais toutes partageaient un même combat, survivre dans un monde qui les ignorait. Mariam, une mère de 5 enfants, racontait comment son mari l'avait abandonnée du jour au lendemain. Elle vendait des fruits pour nourrir sa famille, dormant à peine 4 heures par nuit. Malgré sa fatigue, elle gardait un sourire éclatant et une dignité impressionnante. « On n'a pas le choix, ma chère. Si je tombe, mes enfants tombent avec moi, disait-elle à Maya. Ces mots restèrent gravés dans son esprit. Puis il y avait Djeneba, une jeune femme de 19 ans, qui vendait du charbon le matin et suivait des cours du soir pour devenir infirmière. Elle rêvait de changer sa vie, mais chaque jour était une lutte. Les gens nous regardent comme si on n'était rien, mais je sais qui je suis, confiait-elle à Maya. Ces confessions, souvent murmurées entre deux ventes, révélaient une force incroyable. Maya admirait ces femmes, qu'elle appelait en secret, les guerrières silencieuses. Elle apprit aussi les défis pratiques de leur quotidien. Les vendeuses devaient payer des taxes informelles à des agents municipaux corrompus, sous peine de voir leurs marchandises confisquées. Elles affrontaient la pluie, la chaleur, les clients malpolis, et parfois même les voleurs. Maya elle-même dut apprendre à marchander, à protéger son panier des pickpockets, et à supporter les longues heures debout. Elle se rendit compte que ce travail, qu'elle avait d'abord vu comme une simple expérience, demandait un courage immense. Certaines vendeuses restaient distantes, la voyant comme une étrangère qui ne comprenait pas vraiment leur vie. Une fois, une femme plus âgée, Fatou, lui lança, « Toi, tu joues à la vendeuse. Nous, c'est notre vie. » Ces mots blessèrent Maya, mais elle comprit leur vérité. Elle n'était pas comme elle, pas vraiment. Elle avait un filet de sécurité, une identité cachée. Pourtant, cette remarque la poussa à s'impliquer encore plus, à poser des questions, à écouter sans juger. À travers ces femmes, Maya découvrit une communauté tissée de solidarité et de résilience. Elles se soutenaient mutuellement, partageant un repas ou un conseil. Quand une vendeuse tombait malade, les autres gardaient ses enfants ou vendaient ses produits. Maya, touchée par cet esprit d'entraide, commença à se sentir moins seule dans son expérience. Elle n'était plus seulement la fille du président déguisé, elle devenait, à sa manière, une vendeuse parmi d'autres. Chaque soir, elle rentrait épuisée mais enrichie, notant dans son carnet les leçons de vie qu'elle apprenait. Ces femmes, souvent ignorées, étaient des piliers invisibles de la société. Maya savait désormais qu'elles porteraient leur voix, quoi qu'il arrive. Un après-midi,
Après des heures sous un soleil écrasant, Maya sentit la faim la tenailler. Elle n'avait rien mangé depuis le matin, et son panier de beignets était presque vide. Elle décida d'entrer dans un restaurant chic à quelques rues de son étal. Elle voulait juste acheter un sachet d'eau, rien de plus. Avec ses vêtements poussiéreux et son panier usé, elle se sentait déjà mal à l'aise en approchant de l'entrée. Les vitres du restaurant brillaient, et des serveurs en uniforme impeccable accueillaient des clients en costumes et robes élégantes. À peine eut-elle franchi la porte qu'un serveur l'arrêta net. « Sortez d'ici », lança-t-il d'un ton sec, le regard chargé de mépris. « Vous salissez le décor avec vos affaires. » Maya, surprise, tenta d'expliquer qu'elle voulait seulement un sachet d'eau, mais le serveur ne la laissa pas parler. Il pointa la sortie, attirant l'attention des clients. Un silence pesant s'installa dans la salle. Les regards se tournèrent vers elle, certains amusés, d'autres dégoûtés. Un jeune couple, assis près de l'entrée, éclata de rire. « Même les mendiants veulent manger ici maintenant », lança la femme, moqueuse, pendant que son compagnon ricanait. Maya sentit une vague d'humiliation l'envahir. Ses joues brûlaient, et ses mains tremblaient. Elle n'avait jamais été traitée ainsi. Dans son monde habituel, elle était respectée, écoutée, admirée. Mais ici, elle n'était qu'une vendeuse de rue, une intruse dans cet univers de luxe. Elle baissa les yeux, incapable de répondre, et sortit en silence. Dehors, elle s'appuya contre un mur, les larmes roulant sur ses joues. Cette scène, plus que toutes les moqueries de la journée, la marqua profondément. Elle repensa à Mariam, Djeneba, et toutes les autres vendeuses qui vivaient cela tous les jours. Combien de fois avait-elle été chassée, insultée, ou ignorée? Maya essuya ses larmes, déterminée à ne pas laisser cette humiliation la briser. Elle nota chaque détail dans son carnet, les mots du serveur, les rires du couple, les regards des autres clients. Elle voulait se souvenir de tout, pour ne jamais oublier ce que ressentait l'exclusion. Ce moment lui fit comprendre une vérité brutale, la société jugeait les gens sur leur apparence, sans chercher à connaître leur histoire. Elle, la fille du président, avait été traitée comme une moins que rien. Qu'en était-il des autres, ceux qui n'avaient ni pouvoir ni voix pour se défendre? Cette pensée la bouleversa. Elle réalisa que son expérience n'était qu'un aperçu de la douleur quotidienne des plus vulnérables. En rentrant chez elle, Maya ne parla à personne de ce qui s'était passé. Elle garda sa douleur pour elle, mais elle se promit de transformer cette humiliation en force. Elle voulait que cet incident serve à quelque chose, qu'il devienne un levier pour changer les mentalités. Ce soir-là, elle écrivit dans son carnet, « L'humiliation n'est pas une fin, c'est un début. Un début pour comprendre, pour agir, pour changer. » Elle savait que cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, faisait partie de sa mission. Elle devait continuer, pour elle, pour les vendeuses, pour tous ceux que le monde méprisait sans raison. L'incident au restaurant chic ne passa pas inaperçu. Un passant, qui avait assisté à la scène depuis l'extérieur, avait sorti son téléphone et filmé toute l'altercation. On y voyait Maya, panier à la main, se faire chasser par le serveur sous les rires moqueurs du couple. La vidéo, publiée sur les réseaux sociaux sous le titre « Honte dans un restaurant de luxe », devint virale en moins de 24 heures. Des milliers de personnes la partagèrent, et les commentaires affluaient, reflétant un mélange de colère et de tristesse. Quelle honte! Traiter une femme comme ça juste parce qu'elle vend dans la rue, écrivait un internaute. On traite les pauvres comme des chiens dans ce pays. Ajoutait un autre. Certains dénonçaient l'arrogance des riches, tandis que d'autres appelaient à boycotter le restaurant. Mais personne ne savait la vérité, la jeune femme humiliée, surnommée « Syrah » dans les commentaires, était en réalité Maya, la fille du président. Sous son déguisement, elle garda le silence, lisant les réactions avec un mélange d'émotion et de satisfaction. La vidéo toucha une corde sensible dans la société. Beaucoup racontaient leurs propres expériences d'humiliation, partageant des histoires de mépris subis dans des magasins, des bureaux, ou même dans la rue. Maya, en parcourant ces témoignages, sentit une immense responsabilité. Elle n'avait pas prévu que son expérience deviendrait publique si vite, mais elle y vit une opportunité. Cette vidéo, bien qu'embarrassante pour elle, mettait en lumière une vérité qu'elle voulait exposer, le mépris envers les plus démunis était partout. Elle passa la soirée à lire les commentaires. Certains internautes appelaient à plus de respect,
d'autres critiquaient la société tout entière. Pourquoi on juge les gens sur leurs vêtements, demandait une jeune femme. Ce pays doit changer, écrivait un autre. Maya, sous son pseudonyme, Syrah, ne répondit à aucun commentaire. Elle voulait que l'attention reste sur le message, pas sur son identité. Elle savait que révéler qui elle était trop tôt risquerait de détourner le débat vers sa personne, et non vers la cause. Cette viralité inattendue renforça sa détermination. Elle comprit que son expérience touchait des milliers de personnes qui se reconnaissaient dans son humiliation. Elle pensa à Moussa, aux vendeuses, à tous ceux qu'elle avait rencontrés. Cette vidéo, bien que douloureuse, donnait une voix aux invisibles. Maya décida de continuer son expérience, mais avec une nouvelle perspective. Elle ne se contenterait pas d'observer, elle voulait que cette prise de conscience devienne un mouvement. Le lendemain, la vidéo faisait la une des journaux locaux. Les médias s'interrogeaient, qui était cette mystérieuse Syrah? Certains spéculaient qu'elle était une activiste, d'autres une simple vendeuse. Personne n'imaginait qu'elle était la fille du président. Maya, en lisant ces articles, sentit son cœur battre plus fort. Elle savait que le moment de révéler la vérité approchait, mais elle voulait le faire au bon moment, de la bonne manière. Pour l'instant, elle laissa la vidéo faire son travail, ouvrir les yeux, provoquer des débats, et pousser les gens à réfléchir sur leur comportement. Elle écrivit dans son carnet, « Une vidéo peut changer un regard. Un regard peut changer une vie ». Une semaine après la diffusion de la vidéo virale, le président organisa une conférence de presse inattendue. La salle était remplie de journalistes, de politiciens et de curieux, tous impatients de savoir ce qui justifiait cet événement surprise. Les rumeurs circulaient, une nouvelle loi? Une crise nationale? Personne n'était préparé à ce qui allait suivre. Le président, d'habitude si formel, monta sur scène avec une expression grave mais déterminée. Il fit un signe, et une jeune femme monta à ses côtés. La salle retint son souffle. C'était Maya. Elle portait les mêmes vêtements simples qu'elle avait dans la rue, une robe usée, un foulard sur la tête, et des sandales poussiéreuses. Les murmures envahirent la salle. Certains reconnurent la vendeuse de la vidéo virale. D'autres, intrigués, se demandaient pourquoi une fille si ordinaire se tenait là. Le président prit la parole, sa voix résonnant avec force. « Voici ma fille, Maya », déclara-t-il. Un silence stupéfait s'abattit. Les caméras zoomèrent sur son visage fatigué mais digne. Il continua, « Pendant ces derniers jours, Maya a vécu dans la rue, déguisée en vendeuse de beignets. Elle a voulu comprendre ce que vivent ceux que vous ignorez, ceux que vous méprisez. Elle a été humiliée, rejetée, chassée, comme dans cette vidéo que vous avez tous vue. » Il marqua une pause, laissant ces mots pénétrer l'audience. Certains journalistes baissèrent les yeux, gênés. D'autres, choqués, prenaient des notes frénétiquement. Les images de la vidéo repassaient dans tous les esprits. Maya prit la parole à son tour, sa voix tremblante mais ferme. « J'ai vu comment on traite ceux qu'on juge inférieurs. J'ai senti le mépris, les insultes, les regards qui vous réduisent à rien. J'ai rencontré des enfants qui dorment sous les ponts, des femmes qui se battent pour survivre. Ils ne sont pas différents de vous. Ils ont des rêves, des espoirs, une dignité. » Ces mots, simples mais puissants, touchèrent l'audience. Certains spectateurs essuyaient discrètement leurs larmes. La révélation fit l'effet d'une bombe. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les journaux titraient « La fille du président humiliée comme une vendeuse ». Les gens qui avaient vu la vidéo du restaurant se sentirent mal. Le couple qui s'était moqué d'elle, le serveur qui l'avait chassée, tous furent confrontés à leurs actes. Certains reconnurent publiquement leur honte, publiant des excuses sur les réseaux. D'autres, dans la salle, baissaient la tête, réalisant qu'ils avaient peut-être, un jour, agi de la même manière. Maya conclut son discours en disant « Je ne veux pas de pitié. Je veux que vous voyiez ceux que vous ignorez. Ce ne sont pas juste des vendeurs, des mendiants, ou des enfants des rues. Ce sont des humains. » Le président posa une main sur son épaule, visiblement ému. Il ajouta « Ma fille m'a appris une leçon. Et j'espère qu'elle vous en apprendra une aussi. » La conférence se termina dans un silence respectueux, mais l'impact ne faisait que commencer. Maya avait transformé son expérience personnelle en un cri pour la justice.
Elle savait que ce moment marquerait un tournant, non seulement pour elle, mais pour tout un pays. Le discours de Maya et de son père lors de la conférence déclencha une onde de choc à travers le pays. Les mots du président, la vraie grandeur ne se mesure pas à la richesse, mais à la manière dont on traite les plus petits, résonnèrent dans tous les foyers. La vidéo de la conférence, diffusée en direct, fut partagée des millions de fois. Les gens, touchés par l'histoire de Maya, commencèrent à remettre en question leur propre comportement. Comment avait-il traité les vendeurs, les mendiants, les invisibles de la société? Les médias s'emparèrent de l'histoire. Les journaux publièrent des éditoriaux sur la dignité humaine, les télévisions organisèrent des débats avec des sociologues, des activistes et des citoyens ordinaires. La vidéo du restaurant, où Maya avait été humiliée, repassait en boucle, accompagnée d'analyses sur le mépris de classe. Le serveur qui l'avait chassée fut licencié, et le restaurant, sous pression publique, présenta des excuses officielles. Le jeune couple de la vidéo, reconnu par des internautes, publia une lettre ouverte, avouant leur honte et promettant de changer. Mais l'impact allait au-delà des excuses. Un véritable débat national s'engagea. Des écoles organisèrent des ateliers sur le respect et l'empathie. Des entreprises lancèrent des campagnes pour sensibiliser leurs employés à l'inclusion. Dans les marchés, les clients commencèrent à parler aux vendeuses avec plus de respect, à leur sourire, à demander leur nom. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Maya, en coulisses, suivait ces changements avec émotion. Elle n'avait pas prévu que son expérience personnelle aurait un tel écho. Les réseaux sociaux jouèrent un rôle clé, accompagnés de témoignages. Une femme raconta comment elle avait offert un repas à un mendiant pour la première fois. Un étudiant décrivit sa honte d'avoir ignoré une vendeuse qu'il croisait tous les jours. Ces petites histoires, multipliées par milliers, montraient que les mentalités évoluaient. Maya, toujours sous son pseudonyme, Syrah, lisait ses messages avec un mélange de joie et de responsabilité. Elle savait que le chemin serait long, mais elle voyait une lueur d'espoir. Le président, inspiré par sa fille, annonça des mesures concrètes. Il lança un programme national pour protéger les travailleurs informels, comme les vendeuses ambulantes, contre les abus et les taxes illégales. Des fonds furent alloués pour créer des centres de formation pour les jeunes des rues. Ces initiatives, bien qu'imparfaites, marquèrent un tournant. Les gens commencèrent à parler de « l'effet Maya », un mouvement qui poussait à regarder les plus vulnérables avec humanité. Maya elle-même resta discrète. Elle ne cherchait pas la gloire, mais la justice. Elle continua à rendre visite aux vendeuses et aux enfants des rues, écoutant leurs idées pour améliorer leurs conditions. Chaque témoignage renforçait sa conviction, le changement passait par l'écoute et l'action. Son carnet, désormais rempli de notes, devint un symbole de son combat. Elle y écrivait, « Une société se juge à la manière dont elle traite ses plus faibles. Nous pouvons faire mieux. » Ce message, simple mais puissant, inspira un pays entier à repenser ses valeurs et à bâtir un avenir plus juste. Maya n'oublia jamais sa promesse aux enfants des rues. Après la conférence, elle se lança dans un projet ambitieux, créer un lieu où les plus vulnérables pourraient trouver refuge et espoir. Avec le soutien de son père, elle mobilisa des fonds présidentiels pour ouvrir un centre d'accueil nommé « Maison Moussa », en l'honneur du petit garçon qui l'avait tant marqué. Ce centre, situé dans un quartier populaire, devint rapidement un havre pour les enfants des rues, les vendeuses ambulantes et les sans-abri. Maison Moussa n'était pas seulement un refuge. Maya voulait un endroit où chacun se sentirait écouté et valorisé. Le centre offrait des repas chauds, des cours d'alphabétisation, et des ateliers pour apprendre des métiers comme la couture ou la menuiserie. Les enfants, comme Moussa, pouvaient y étudier, jouer, et rêver d'un avenir meilleur. Les vendeuses, comme Mariam et Djeneba, y trouvaient des formations pour développer leurs petites entreprises. Maya s'impliquait personnellement, passant des heures à discuter avec les bénéficiaires, écoutant leurs histoires et leurs idées. Moussa, désormais âgé de 12 ans, devint le « petit assistant » de Maya. Il accueillait les nouveaux venus avec un sourire éclatant, racontant fièrement à tous qu'il connaissait, la fille du président qui avait mangé des beignets avec lui dans la rue. Sa joie était contagieuse. Il suivait des cours au centre et montrait un talent pour le dessin. Maya lui offrit un carnet neuf pour remplacer son vieux carnet abîmé, et il y dessina des maisons, des écoles, et même un portrait d'elle, qu'il lui offrit timidement.
les vendeuses ambulantes jouaient un rôle central dans le centre. Mariam, par exemple, enseignait aux jeunes mères comment gérer un petit commerce. Djeneba, toujours déterminée à devenir infirmière, animait des ateliers sur l'hygiène et les premiers secours. Ces femmes, autrefois invisibles, devenaient des piliers de la communauté. Maya les admirait profondément, les voyant comme des modèles de résilience. Elle organisait des réunions régulières pour qu'elles puissent partager leurs expériences et proposer des idées pour améliorer le centre. Le succès de Maison Moussa attira l'attention. Des journalistes venaient interviewer les bénéficiaires, et des dons affluaient de citoyens touchés par l'histoire de Maya. Mais elle veillait à ce que l'attention reste sur les oubliés, pas sur elle. « Ce n'est pas mon centre, c'est le leur », répétait-elle. Elle voulait que Moussa, Mariam, Djeneba et les autres soient vus comme les vrais héros. Chaque sourire d'un enfant, chaque pas vers l'autonomie d'une vendeuse, était une victoire pour elle. Des années plus tard, l'histoire de Maya devint une légende enseignée dans les écoles, non pas comme un conte, mais comme une leçon de vie. Son expérience de vendeuse déguisée, son humiliation publique, et sa révélation bouleversante marquèrent un tournant dans la société. Les manuels scolaires consacraient un chapitre à « l'effet Maya », racontant comment une jeune femme avait changé la manière dont un pays voyait ses plus vulnérables. Les enseignants utilisaient son histoire pour parler d'humilité, de justice, et d'humanité. Maya elle-même resta discrète. Elle refusa les honneurs et les médailles, préférant travailler dans l'ombre. Elle continua à visiter les centres, à écouter les histoires des oubliés, à noter leurs rêves dans son carnet. Pour elle, le vrai succès n'était pas la gloire, mais le changement qu'elle voyait dans les yeux des gens. Une fois, une ancienne vendeuse, désormais propriétaire d'un petit magasin, lui dit « Grâce à vous, je me sens vue ». Ces mots valaient plus que n'importe quelle récompense. Son message, ne juge jamais une personne par son apparence. Car celui que tu méprises aujourd'hui pourrait être celui qui changera ton monde demain, devint un proverbe national. On le voyait sur des affiches, dans des discours, sur des bracelets portés par les jeunes. Il rappelait à tous que la dignité humaine ne dépend ni de la richesse ni du statut, mais du respect mutuel. Maya, devenue une figure de paix sociale, inspira des générations à agir avec compassion. Des années plus tard, alors qu'elle visitait une école, une petite fille lui demanda « Pourquoi vous avez fait tout ça ?» Maya sourit et répondit « Parce que tout le monde mérite d'être vu. » Cette phrase résumait son combat. Son héritage n'était pas seulement dans les centres ou les lois, mais dans les cœurs qu'elle avait touchés. Elle avait prouvé qu'une seule personne, avec du courage et de l'empathie, pouvait changer un pays. Son carnet, désormais un trésor familial, portait une dernière note, l'humanité commence par un regard. Ne l'oubliez jamais. Et le pays, grâce à elle, ne l'oublia pas. Abonnez-vous pour ne pas rater nos histoires.